Espace TV, le 22h. Dans l'actualité de ce 10 décembre, le monde célèbre la Journée internationale des droits de l'homme sous le thème l'égalité. Cette célébration coïncide cette année avec le 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948. Comment faciliter l'accès au financement des PME et des personnes vulnérables? La question a fait l'objet d'une rencontre lors du cadre de concertation sur la finance inclusive. C'est une initiative de l'appui de ses partenaires techniques afin d'aider ces structures pourvoyeuses d'emplois et de richesses à surmonter les obstacles. À Kindia, la clôture des 16 jours d'activisme a mobilisé plusieurs personnes dans les principales artères de la ville. À travers des slogans, les manifestantes dénoncent les violences que subissent les femmes et les filles. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Viol présumé d'une fillette de 14 ans à Yimbaya Taneri par un imam, le secrétariat général des affaires religieuses vient de réagir à cette actualité qui défraie la chronique dans la capitale. Selon Elhaj Karamo Diawara, le principal mis en cause dans cet acte est désormais radié de l'effectif des imams en Guinée. Ces propos sont recueillis par Zenab Bangora Yacouba Traoré. Tout de suite avec mon représentant dans la commune de Matutu, qui est le secrétaire communal de Matutu, a confirmé que c'est le fils du premier imam et il faisait aussi prier les gens. Il faisait partie du collège des imams. Donc, comme son acte est indigne, son acte n'est pas conforme au principe religieux, au principe islamique, au principe social, n'est pas conformé dans nos valeurs traditionnelles. Donc, et j'ai trouvé qu'eux aussi avaient pris cette décision de le révoquer directement. C'est pourquoi je voudrais toujours attirer l'attention de l'opinion nationale que cet acte-là soit consacré seulement aux auteurs, qu'on n'applique pas à tous les restes des imams qui sont des personnes respectées et religieuses. Donc là où je suis et là où vous êtes, il n'est plus l'imam, même s'il est l'objet d'arrestation demain, c'est un individu qui est arrêté. Il n'est plus parmi les effectifs des imams. Également, nous sommes le 10 décembre et chaque année est célébrée comme Journée internationale des droits de l'homme. Cette année, elle est placée sous le thème l'égalité. En Guinée, les défenseurs des droits de l'homme se réjouissent de la volonté affichée des nouvelles autorités pour la tenue du procès des massacres du 28 septembre 2009. Commentaire Bernard Kondono. La Journée des droits de l'homme cette année a pour thème l'égalité et l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. La journée est célébrée le 10 décembre de chaque année, marquant également l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction de race ni de couleur. En Guinée, l'ONG Amnesty International, une des organisations qui s'intéresse au respect des droits humains dans le pays, a dénoncé en juillet dernier la libération et la grâce accordées à certains détenus par le chef d'État guinéen. Par ailleurs, l'ONG a exigé l'accélération des procédures judiciaires en vue de la mise en liberté des détenus politiques. Dans le pays, les organisations de défense des droits de l'homme s'activent auprès des nouvelles autorités qui ont déjà affiché la volonté pour la tenue du procès des massacres du 28 septembre 2009, faisant plus de 150 morts au stade de Conakry. La tenue de ce procès reste une lueur d'espoir pour des familles de ces victimes qui jusque-là réclament justice. De Bernard Kondono rendu en studio par Zenab Bangora. Promouvoir la culture de la tolérance et créer un climat de paix entre les Guinéens en luttant contre l'ethnicité, c'est l'objectif d'une conférence animée ce vendredi à l'université Kofi Annan par un sociologue. La séance a duré près de 2 heures et a permis aux participants de cerner les contours de ce thème. Alcidi Bari commente les images d'Abdoulaye Kamara. L'objectif de cette conférence est d'amener les étudiants à comprendre les notions de l'ethnicité, une notion nocive pour notre pays. Il est question également d'inviter les Guinéens
à tenir des discours fédérateurs et surtout inviter les politiques à promouvoir le dialogue. La question de l'ethnicité, c'est une question qui pose des dégâts dans beaucoup de pays à travers le monde. On veut éviter ça à notre pays et pour ça on a besoin de réconcilier les Guinéens, on a besoin de réconcilier les enfants de ce pays et puis on a besoin de faire des conférences, des colloques pour ouvrir les yeux sur la notion de l'ethnicité et comment il faut faire en sorte que cette notion soit endiguée et comme le dit le colonel Mamadi Doumbouya lui-même, tuer la conception de l'ethnicité. La conférence va durer près de 2 heures. Les étudiants vont prendre le relais et passer le message de la culture de la paix et de la tolérance. La conférence a été vraiment fructueuse et le peu qu'on a retenu en fait c'est que en quelque sorte il nous a laissé entendre qu'il faut en quelque sorte se comporter de façon générale bien avec les gens, essayer de nous qui sommes par exemple intellectuels, nous qui avons étudié, d'aller vers les paysans, les personnes qui n'ont pas étudié, et essayer de les conscientiser afin de façon claire, rayer le fléau de l'ethnicisme. Il est prévu d'autres cadres d'échange à l'intérieur du pays. L'objectif est d'amener les gens à abandonner l'ethnicité qui ne repose sur aucune base démocratique ni politique. Le président de la transition a donné son autorisation pour la création de la monnaie électronique, une monnaie qui va permettre de faciliter les transactions et diminuer la circulation de l'argent cash. Elle pourra également freiner certains vols dont sont victimes les clients. Marissa Camara, décryptage. Dans un décret lu hier à la télévision nationale, le président de la transition prend acte de la réglementation des transactions électroniques en Guinée, en autorisant l'ARPT de régulariser les transactions dans le pays. Une action qui va permettre la circulation de la monnaie électronique. Je pense que ceci montre à suffisance, Tamba, que le CNRD met au cœur de la transition les TIC. Moi, je crois qu'ils ont raison, en fait. Parce que les TIC, si vous voulez, donc les technologies de l'information et de la communication, apparaissent aujourd'hui comme un atout pour faire face aux défis de la mondialisation, mais aussi un atout pour notre pays pour relever les défis du développement. Donc ces TIC apparaissent comme étant un vecteur de croissance et ce décret nous permettra, si vous voulez, d'identifier des niches fiscales. Le taux de bancarisation en Guinée est très faible. Avec la nouvelle technologie, tout devient possible. L'annonce de la création digitale est une manière de venir en aide à la population pour simplifier les transactions. Je suis d'accord avec vous que le taux de bancarisation de notre pays est très faible. Il est aux alentours de 10%. Et quand vous prenez le taux de pénétration du mobile money, il est aux alentours de 40%. C'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, il y a 40% de nos populations qui ont un compte mobile money. Nos concitoyens, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas confiance aux banques. Ces transactions seront simples, elles permettront de sécuriser et faciliter les échanges. La Guinée va, à travers cette initiative, rejoindre le club fermé des pays autorisant le Bitcoin. À l'actualité également, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est exprimé sur l'actualité de son département. Reçu dans l'émission Les Grandes Gueules de ce vendredi, Bachir Diallo annonce la décentralisation de la délivrance des passeports dans les communes de Matoto et Matam. Mamoudou Bouler Diallo et Aliouba. Depuis 2010, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile est lancé dans une réforme. La nouvelle équipe s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État. Elle a d'abord capitalisé les réformes avant d'établir son propre plan d'action obtenu après un diagnostic. Parmi ces actions, vous avez la réglementation de la Cour du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et vous avez également l'enrôlement pour les passeports qu'il fallait absolument décentraliser parce que c'est anormal que jusqu'à présent en Guinée qu'il y ait un seul centre d'enrôlement. Il fallait également aller vers un autre chantier qui est extrêmement important, l'arnaque dans les commissariats. Donc c'est l'ensemble de ces actions qu'on a menées et parallèlement au plan d'action qui prendra en compte désormais la vision du chef de l'État et les priorités dégagées par le plan d'action établi par le Premier ministre, conformément à la lettre de mission que le président de la République lui a remise. Sur le terrain, ces réformes fâchent certains. Ils taxent le ministre de dur et d'autres pensent qu'il est juste incompris. Le concerné donne sa version des faits. Ce n'est pas un ministre dur de caractère ou incompris, c'est un ministre qui fait plutôt son boulot.
Ce que je fais au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, c'est pour que vous, citoyens, puissiez vous déplacer d'un point A vers un point B de manière sécurisée. C'est pour que vous, lorsque vous avez besoin d'un document de voyage, que vous veniez l'obtenir en toute tranquillité. C'est pour que vous, les citoyens, lorsque vous venez dans un commissariat, que vous ne soyez pas arnaqués. Sur l'actualité, le ministre de la Sécurité s'est indigné de la recrudescence des cas de viol. Il se montre ferme sur la question. Ça veut dire quoi? Qu'il faut aller chercher ces criminels partout où ils sont et les déférer. Mais les déférer ne suffit pas. Il faut appliquer la loi en les infligeant le maximum de peine. Une stratégie sera mise en place pour dénoncer tout acte de corruption et le ministre sera joignable en personne via ses agents sur le terrain, promet Bachir Diallo. Je vous l'annonçais dans le sommaire, le cadre de concertation de la finance inclusive est une initiative de l'Agence de la promotion des investissements privés, du PNUD et d'Afriland Bank pour faciliter l'accès au financement des PME et des personnes vulnérables, procéder à des formations, livrer des informations et surtout leur aider à surmonter les obstacles. C'est entre autres les priorités de la PIP. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images de Djibril Kabak Kamara. 3 jours pour exposer tous les problèmes de petites et moyennes entreprises, les difficultés liées au montage de projets bancables, le manque de financement ou la lenteur dans le traitement des dossiers. Les banques et la PIP ont su satisfaire les sollicitations des entrepreneurs. À l'issue de cette formation, je pense que je chercherai plus à être un peu plus patiente avec les institutions de microfinance dans une demande de financement. Mais hormis cela aussi, j'ai apprécié beaucoup le cadre, le fait d'avoir eu cette occasion d'échanger avec d'autres jeunes entrepreneurs. Des projets ayant une rentabilité pour les banques, oui, utiles pour les entrepreneurs eux-mêmes, indispensables pour leur épanouissement. Déjà au niveau de la Société Générale, nous avons créé la maison de la PME justement, c'est pour aider ces petites et moyennes entreprises à pouvoir identifier non seulement les obstacles d'accès au financement auxquels ils sont confrontés et les aider à travers notamment nos partenaires publics et privés, leur proposer des solutions, pas forcément des solutions de financement tout de suite. L'Agence de promotion des investissements privés encourage les banques à accompagner les petites et moyennes entreprises, mais aussi recense toutes les difficultés à soumettre à l'État pour une solution pérenne. En attendant, la PIP évacue les solutions à portée de main. On a proposé à l'État la mise en place d'un fonds de garantie, mais aussi pendant la période Covid, on a mis en place le fonds d'appui au groupement d'intérêt économique et aux PME. Depuis 2017, la PIP a formé 200 entrepreneurs en les aidant à monter leur business, mais aussi par la mise à disposition des produits et surtout le partage d'informations utiles. Le syndicat des transporteurs de la commune de Matoto accepte l'élection d'Ousmane Oréasila à la tête de la section syndicale des transporteurs de Matam. Pour le président de cette entité, le candidat victorieux a toujours défendu l'intérêt des chauffeurs, même s'il ne les a jamais connus. Les syndicalistes appellent les candidats malheureux au calme et à la retenue. Justin Leno, Aboubakar Din Kamara. Tous pour la réélection de Ousmane Oréasila au poste de secrétaire général de la section syndicale des transporteurs de Matam. Ce slogan vient des 3000 chauffeurs du syndicat de Matoto qui ont accepté d'adhérer aux idéaux de Oréasila pour multiples raisons que le président nous explique. Démocratiquement, les chauffeurs ont choisi Ousmane Oréasila dans la sincérité, dans la transparence, parce qu'il défend les transporteurs, il défend les chauffeurs. C'est quelqu'un, il a des idées aussi de patriotisme. À Matam, Mamadou Aliou Diallo lui aussi voulait le poste de secrétaire général de la section syndicale des transporteurs de Matam, chose qui avait entraîné des scènes de violence lors de la réélection de Ousmane Oréasila. Matoto appelle le candidat malheureux à la retenue. Celui qui n'a pas gagné, qui n'a gagné l'eau dans son vin, avoir le sang-froid, c'est préparer, on prépare des élections. Puis un autre mandat, s'il a la chance, il gagne. Ousmane Oréasila dirige la section syndicale des transporteurs de Matam depuis 1996. Il est reconduit pour un nouveau mandat qui pourrait durer 5 ans.
Direction la ville de Kindia, ce vendredi, la clôture des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes a mobilisé plusieurs défenseurs des droits de l'homme à travers une marche pacifique qui est partie de la sous-préfecture de Damakania jusqu'à l'université de Kindia. Partout, les acteurs de la lutte n'arrêtaient pas de scander des slogans hostiles aux acteurs de ces violences. Reportage Aboubakar Silla. Dans la préfecture de Kindia, les organisations de la société civile à travers le réseau des femmes ministres et parlementaires ont fait une marche pacifique ce vendredi pour la cause. Nous avons scandé des slogans comme acte aux violences faites aux femmes. Nous avons dit même il faut castrer les violeurs. Nous avons dit dénonçons. Nous avons dit ne reculons pas. À l'université de Kindia où s'est tenue la cérémonie, le premier responsable de l'institution d'enseignement supérieur, professeur Daniel Lama, s'est engagé à lutter farouchement contre les violences faites aux femmes. Quand on est engagé dans une telle action, il faut être un modèle. Il faut avoir une moralité exemplaire pour ne pas être à la fois l'évangélisateur ou l'imam et en même temps l'acteur qui commet des violences basées sur le genre. Au cours de cette rencontre qui marque la clôture des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, les statistiques du phénomène de la préfecture de Kindia ont été exposées par les défenseurs des droits de l'homme. De violences sexuelles, qui est de 15 cas à Kindia. Nous avons les violences conjugales, qui est aussi de 29 cas à Kindia. Selon Kadiamba Fofana, membre du réseau des femmes ministres et parlementaires, si nous voulons combattre le phénomène, c'est de ne plus reculer. Les familles, c'est elles qui désistent. Sinon, aujourd'hui, on a des instruments qui sont à notre disposition pour condamner les violeurs. Dans la salle de l'amphithéâtre Nongo Massaré de l'université de Kindia, des activités comme des sketchs et la déclamation des poèmes ont ponctué la cérémonie. En prélude de leur festivité de remise de diplôme, l'université Nelson Mandela a organisé une journée culturelle et scientifique en faveur de la 15e promotion de l'université et la 6e promotion de l'école de santé. Une façon pour eux de boucler l'année en beauté. Antoinette Dédé-Onivogui, Amara Alexila. Cette journée célèbre les nombreuses cultures vivantes du continent africain et de la Guinée en particulier. Une façon pour les encadreurs de cet établissement de faire la promotion de la paix et de la culture. L'objectif de cette journée est de prouver vraiment à nos élèves vraiment c'est quoi la culture guinéenne, mais particulièrement, pratiquement la culture africaine aussi. C'est pourquoi vous avez remarqué vraiment nos propres produits, vraiment, nous avons essayé vraiment de les apprendre. C'est quoi la culture réellement pour qu'ils essayent vraiment de faire leurs prestations à leur manière, mais aussi le ballet africain. Donc vous allez remarquer vraiment, même l'habillement prouve déjà effectivement que nous sommes vraiment dans cette journée culturelle. Au terme de 3 années d'intense formation, ces sortants de l'université et de l'école de santé Nelson Mandela disent avoir bien appris, comptent faire usage de ce savoir dans la vie active. On nous a appris beaucoup de choses pendant ces 3 ans. Et aujourd'hui, on est en train de clôturer ce qu'on nous a appris aujourd'hui. La morale que j'ai retenue, d'abord, la première de toutes choses, j'ai eu la conscience comment gérer mes patients à l'hôpital. Et deuxièmement, comment me comporter envers les patients. Et nous savons tous que les patients, on doit donner toujours la priorité aux malades à l'hôpital. Donc, la vie humaine, notre profession est basée sur ça. De sauver seulement que les vies humaines. Et en respectant rigoureusement le serment d'Hippocrate. Cette journée a été marquée par la prestation des artistes, notamment Anste Krezi et Chamak Kamara. La remise des diplômes est quant à elle est prévue ce samedi sur l'esplanade du Palais du Peuple. Les habitants du secteur Nyokoroya dans Frigiadid, préfecture de Koya, ont une nouvelle mosquée. L'ouverture s'est faite ce vendredi en présence des fidèles musulmans et autorités religieuses du pays. Tout joyeux, les bénéficiaires de la mosquée ont demandé aux nouvelles autorités d'alimenter ce lieu de culte en électricité et en eau. Suivez les détails avec André Mossié-Bilimono et Amara Alexila. L'attente a été longue pour les populations de Nyokoroya dans la préfecture de Koya. Désormais, ils peuvent faire leurs prières dans cette mosquée. Tous se sont mobilisés ce matin pour accomplir leur première prière du vendredi dans cette nouvelle maison de culte. Feu Elhadj Mahmoud, le jour qu'il est venu ici, je lui avais accompagné. C'était une forêt. Dès qu'il a vu ici, il dit « Ah, là, je vais faire la mosquée ici ». Il dit d'ailleurs, aujourd'hui, je passerai la nuit ici pour savoir
comment ici est situé. Le bonheur, il est parti chez moi. Je dis Diallo, je dis oui. J'ai appelé tous mes fils. Moi, c'est ici que je vais réaliser ce que je veux faire. Des prières et bénédictions ont été faites à la mémoire du donateur décédé. Dieu, dans sa miséricorde, ne l'oubliera pas selon ce religieux. Celui qui construit une mosquée, Dieu va construire un local pour lui, une maison dans le paradis. Dieu va construire pour lui. Et quand Dieu construit pour toi dans le paradis, Inch'Allah, Dieu va te faire entrer, Inch'Allah, là-bas. Les fidèles musulmans venus d'ailleurs et les populations de Nyoroya ont exprimé toute leur satisfaction de voir cette maison de Dieu dans leur localité. Ils ont cependant lancé un appel aux nouvelles autorités. Mais weltike moƴƴa mais weltori moƴƴa kono meɗen jogui kadi mapunde e hoore ko men welti kon juulinden nde heeɓi appareil ji moƴƴa nde heeɓi darde laɓade kono men mara courant ko alimenta appareil ji ɗin e ko alimenta forage ko ɓe waɗani men ɗo kon fi heɓugol ndiyam ko men tori laamu ngu koɓe wallu men fi courant ji ɗin e laawol ngol surtout fi courant ji ɗin. Le représentant du secrétaire général aux affaires religieuses a à l'entame invité les fidèles musulmans à prendre soin de la mosquée, mais surtout à venir accomplir leurs devoirs religieux dans cet édifice. Nous restons toujours dans le même chapitre, lecture du Saint-Coran ce jeudi à Kaingissa, dans la sous-préfecture de Kamsar, pour la paix et la culture dans le pays. C'est une initiative des jeunes entrepreneurs de cette commune, et cérémonie alors qui a mobilisé les citoyens venus des collectivités de la préfecture de Bouké. Fodé Omar Kamara, Salif Olif Sissé. L'objectif de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran est de soutenir le gouvernement de transition dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Réunis au sein d'une corporation appelée l'Union des entrepreneurs de Kamsar, nous avons eu jusqu'à date une franche collaboration avec les autorités locales pour prier afin que force soit donnée au président de la transition, président du CNRD, colonel Mamadou Doumbouya, et son gouvernement pour la réussite des immenses chantiers entrepris depuis le 5 septembre 2021. Présent à cette cérémonie de lecture de Saint-Coran, le premier imam de la grande mosquée Faisal a invité les citoyens de Kamsar à la cohésion sociale entre les filles et fils de Bagataï. La Guinée est un pays dont les autres haïssent à cause de ses ressources. Que Dieu nous protège et protège la Guinée. Ils sont juste jaloux. Je me limite là. Le représentant du secrétariat général des affaires religieuses a remercié et encouragé l'Union des entrepreneurs de Kamsar pour avoir organisé cette cérémonie en faveur de la paix et de l'unité nationale. Selon la charte de la transition en son article 1er, c'est le pardon et la réconciliation, la loyauté et la citoyenneté, l'inclusion et la fraternité, la justice et le vivre ensemble. Ce sont des valeurs qui sont contenues dans le Saint-Coran que nous allons lire et implorer Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement pour le bien-être de cette union, mais aussi pour le bien-être de Kamsar, le bien-être de notre pays. Cette lecture du Saint-Coran pour accompagner les autorités de la transition a pris fin par des prières pour le bonheur du pays. Du sport à présent, la 5e édition du Lengue d'Or s'est tenue ce vendredi à Conakry. Ce prix récompense les acteurs du football guinéen qui se sont illustrés tout au long de la saison sportive. L'événement a été interrompu par faute de Covid-19. Les organisateurs envisagent de faire de Conakry la capitale du football africain dans l'avenir. C'est un reportage signé Mohamed Sissé Yacouba Traoré. Reculer pour mieux sauter, c'est ce qu'ont fait les organisateurs du prix Lengue d'Or après une interruption pour cause de pandémie. C'est une distinction qui récompense les acteurs du ballon rond ayant réalisé de belles prouesses. De 2013 à 2021, le Lengue d'Or est à sa 5e édition. Tout n'aura pas été rose à la base, mais cela n'empêche pas les organisateurs de rêver grand. À la 10e édition du Lengue d'Or, nous allons ouvrir l'événement à l'Afrique. C'est ce que nous voudrons projeter comme perspective pour la 10e édition de l'événement Lengue d'Or. À l'instar du Ballon d'Or européen décerné par France Football,
La commission d'organisation de Linguédor espère s'en inspirer tout en tenant compte des réalités sportives du pays afin de décerner ce prix aux lauréats. On a innové au niveau des trophées qui viennent. On ne veut pas être statique. Nous voulons toujours continuer à innover. C'est un prix de l'excellence du football guinéen. Il y a d'autres trophées qui rentrent en ligne de compte qui n'étaient pas présents lors des différentes éditions. C'est celui du trophée de la meilleure joueuse du championnat guinéen du football féminin, mais aussi meilleur entraîneur féminin de l'année. Voici des innovations que nous cherchons toujours à apporter à chaque édition. Au total, ce sont 5 prix qui sont en jeu pour des acteurs du Curon qui vont attirer l'attention des membres du jury. À rappeler que c'est à l'issue de la saison sportive en cours que les vainqueurs de cette 5e édition seront connus. De ce journal qui a été coordonné par André Mossier Minimono et Gina Bangora. Il a été dirigé à la régie par Kadi Touré, alias Sokra Kamara et Nala Sidibé. Merci de votre aimable attention et bon suite de programme sur Espace TV. Au revoir.